Bonsoir à tous, je suis Emmanuel Escadan, le directeur de la société Southern Implant France. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour un nouveau webinaire sur les implants zygomatiques. Bien sûr, vous pouvez retrouver aussi les webinaires précédents sur notre chaîne YouTube qui ont été réalisés précédemment sur le sujet, mais toujours, voilà, nous apportons des évolutions et notamment de l'expérience de nos conférenciers. Et on a le plaisir ce soir d'accueillir le docteur Jean-Baptiste Verdino, qui est chirurgien exclusif en implantologie à Hyères, et le docteur Ludovic Danglo, qui est aussi implantologiste exclusif à Boulogne-sur-Mer, et donc qui sont deux grands spécialistes des implants zygomatiques que nous avons eu l'occasion déjà de faire communiquer dans différentes conférences et webinars, et ce soir qui vont nous apporter de nouveaux cas cliniques pour venir alimenter un petit peu cette connaissance que nous avons sur les implants zygomatiques. Alors, toujours intéressant, bon, donc voilà, il y a beaucoup de professionnels de la santé bucco-dentaire qui font la réhabilitation de l'édenté maxillaire supérieur avec différentes techniques, de la greffe. Voilà, aujourd'hui, les implants zygomatiques représentent une alternative fiable avec bien sûr des protocoles assez rigoureux qui vont vous être présentés par nos conférenciers, et notamment aussi des protocoles prothétiques qui doivent être scrupuleusement établis et suivis pour que justement ce type de restauration fonctionne. Alors, je te fais un petit pied de nez aussi, Jean-Baptiste, par rapport au titre qui était optimiser l'esthétique et la gestion des atrophies complexes grâce aux implants zygomatiques, qui est un peu particulier et que je vais vous donner quelques petits détails pour comprendre la raison pour laquelle il est possible d'optimiser l'esthétique voilà, sur des maxillaires fortement atrophiés. Donc, juste présenter aussi qui est Southern Implant, parce que beaucoup de personnes nous rejoignent ce soir et ne savent pas qui est Southern Implant. Alors, on se définit comme étant partenaire de vos challenges quotidiens, de par la mission qui définit l'entreprise et telle que l'a créée aussi Southern Implant et Monsieur Graham Blackbird il y a une trentaine d'années. Voilà, Southern est une entreprise internationale qui a été créé donc par Monsieur Graham Blackbird il y a plus de 35 ans maintenant, donc qui est ingénieur spécialisé dans la fabrication de dispositifs médicaux. Et donc, toujours, en fait, dans cette philosophie, on ne peut pas passer une soirée sans parler du père Bradmark et notamment de tout ce qu'il a pu faire sur les implants zygomatiques à son époque avec ses moyens et les connaissances qu'il avait. Mais cette philosophie que Southern Implant a suivie, c'est de pouvoir donner des solutions à tous les patients. Et c'est ce que essaye de faire Southern Implant depuis 35 ans, de développer des dispositifs qui permettent de s'adapter à l'anatomie et aux différentes problématiques qu'on peut rencontrer en chirurgie orale. Donc tout ça est développé donc, sur une philosophie qui est de reposer ces développements sur des connexions reconnues pour donner beaucoup plus de confort aux utilisateurs et notamment aux patients qui puissent voyager dans le monde et pouvoir restaurer leur prothèse tout au long de leur vie. Donc comme vous pouvez le voir là sur cette frise historique, Southern voilà, est complètement impliqué dans l'innovation et que ces dernières années, beaucoup de nouveaux systèmes ou de nouveaux dispositifs sont venus alimenter toute la gamme de Southern Implant, mais avec toujours une grande validation scientifique. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur notre site l'ensemble des études pour l'ensemble des dispositifs. Et je trouve toujours cette étude intéressante, elle date de 2005, où bon, on voit bien que Southern Implant fait partie des sociétés qui publient le plus sur la fiabilité de ces dispositifs. Donc, on a la chance aussi d'être accompagné par de grands experts qui nous permettent de continuer à développer ces dispositifs parce que, on le sait très bien, tout se joue sur un détail et c'est très important d'avoir ce retour-là justement pour pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques qu'on rencontre au quotidien. Et c'est comme ça que Southern se permet de faire des innovations avec, bon, bien sûr pour la chirurgie, aussi pour la prothèse,
la chirurgie guidée, et voilà, tout un assortiment de composants qui vont permettre de pouvoir restaurer les patients assez simplement. Concernant le matériel utilisé pour les implants de Southern, c'est uniquement du grade 4. euh, Parce que, voilà, d'après la connaissance et l'expérience de Southern, et notamment aussi, peut-être que vous le savez, que les gisements de titane les plus importants se trouvent en Afrique du Sud. Donc là, pour l'approvisionnement, c'est quand même assez simple et que aujourd'hui, bon, ça présente en fait un grand module d'élasticité et une corrosion beaucoup moins importante. Donc, depuis des années, Southern a fait le choix d'usiner l'ensemble de ses implants avec du titane de grade 4, donc dit commercialement pur, avec une haute résistance à la fracture. Donc, et on peut le voir sur ces comparatifs qui sont équivalents pratiquement à du grade 5, donc avec ses propriétés biomécaniques qu'on le connaît. Donc voilà, sur toutes les études en interne, on a pu observer que sur même des implants de faible diamètre, la résistance à la fracture intervenait beaucoup plus tard sur les connexions, sur le titane de grade 4 développé par Sauser. Concernant l'état de surface, parce que c'est important aussi, on va l'aborder, la surface développée par Southern il y a maintenant 30 ans et qui reste aujourd'hui très clairement la plus documentée sur le marché des implants dentaires, car Southern n'a jamais modifié son état de surface. Donc, elle représente aujourd'hui une valeur clinique et scientifique très importante. Donc là, on peut le voir sur les différentes informations qui sont transmises dans ce tableau et que vous pouvez retrouver aussi au travers différents documents sur Internet. Voilà, toutes les études publiées démontrant la faible rugosité de l'état de surface de Southern. Donc, pourquoi on va parler des implants zygomatiques? C'est que malgré tout ce qu'a pu développer Southern ces dernières années, comme des innovations qui existent depuis 20 ans, comme le coaxis, qui permettent d'aller chercher les volumes osseux résiduels et optimiser l'axe prothétique, ou aussi des implants de large diamètre pour les molaires après extraction, ou des implants un petit peu plus longs avec des rattrapages d'axe pour aller chercher de l'os, voilà, pour des réhabilitations de type Holland-Form et quand on a des atrophies. Malheureusement, parfois, on n'a plus assez de volume osseux résiduel et on est obligé d'arriver aux implants zygomatiques. Donc, bien sûr, pour information, tous ces solutions, et notamment les implants zygomatiques, s'intègrent dans un flux digital numérique parce que, bon, voilà, si vous vous posiez la question, tout le système est intégré dans un emprunt de modernité. Alors, je vais avancer là-dessus. Pardon, j'ai la présentation qui bloque. Voilà, voilà, j'avance. Donc, concernant les implants zygomatiques et la gamme développée par Saint-Rosaire d'implants depuis plusieurs années, comme vous allez le voir au travers des présentations cliniques des docteurs Verdino et du docteur Danglo, c'est que effectivement, en fonction du type d'atrophie et donc en fonction de la classification Zaga décrite par le docteur Aparicio depuis quelques années, donc forcément, on va avoir des dispositifs qui vont s'adapter à ces problématiques et ce type d'atrophie, avec soit des implants où vous allez retrouver un corps lisse ou avec un filetage dans la partie coronaire, si effectivement il reste un peu de maxillaire et qu'on veut retrouver de la stabilité, ou pas du tout de spire, et parce qu'on est en extra maxillaire, par contre, avec des avantages techniques que je vais vous présenter. Ça, je pense que nos conférenciers reviendront dessus. Mais là, vous comprenez que dans certaines indications, il est intéressant d'avoir des implants avec un profil complètement lisse, et là, pour le coup, qui sont dits réellement polymiroirs pour ne pas avoir d'accroche bactérienne, à partir du moment où on passe dans le sinus. Bien sûr, alors comment on optimise l'esthétique? C'est effectivement par rapport au positionnement de la tête par rapport à la crête pour ressortir dans le schéma occlusal. Et c'est là où, depuis une dizaine d'années, Southern a pu, même une vingtaine d'années, Southern a pu changer un peu de paradigme par rapport à ce qui existait auparavant sur des implants zygomatiques initiés par le professeur Brandmark, c'est ce rattrapage à 55 degrés. Et bon, voilà, beaucoup de patients ou de praticiens se plaignaient effectivement des émergences palatines, mais c'était souvent donné malheureusement ben, soit par le faible volume osseux résiduel du zygomatique, ou soit par le positionnement sur la crête, malheureusement, qui n'arrivait pas
avec la bonne angulation. Mais il y a aussi pardon, je vais avancer, ce faible diamètre de l'apex, et notamment quand on doit procéder à ce qu'on appelle des quadzygos, on va devoir mettre deux zygomatiques dans un maxillaire, mais en fonction du diamètre de la partie apicale, ça va nous augmenter plus ou moins l'angle d'attaque qu'on va avoir dans le zigot. Donc, c'est la combinaison de cet apex réduit et de cette angulation à 55 degrés qui va permettre un meilleur positionnement et de fait avoir des prothèses qui seront beaucoup plus esthétiques. Alors, l'avantage aussi, ben, c'est d'avoir maintenant, alors vous voyez beaucoup de forêts, mais très clairement, et je pense que nos conférenciers pourront vous le confirmer, c'est que on passe un seul forêt. Donc, ça va aussi améliorer aussi pour le patient ben, la rapidité d'intervention et bien sûr utiliser moins d'instrumentation pour la pose des implants zygomatiques de Sauder. Juste avant de laisser la parole à nos conférenciers, je vous rappelle que nous organisons un congrès en Afrique du Sud au mois d'avril. D'ailleurs, on aura le plaisir de voir encore le docteur Danglo en tant que conférencier et sur le podium, voilà, parler de situations cliniques telles qu'il observe au quotidien. Donc, vous pourrez trouver toutes les informations sur notre site. Ça va se passer du 12 au 18 avril. Bon, bien sûr, ça va ne pas parler que des zygomatiques, ça va parler d'esthétique, ça va parler de greffe osseuse, ça va parler voilà, de spécificité sur le digital, sur la prothèse. Voilà, un congrès vraiment organisé dans un lieu magnifique avec des conférenciers de grand talent. Et on aura plaisir, voilà, si vous avez encore un peu de disponibilité et que vous avez envie de nous rejoindre une petite semaine en Afrique du Sud, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Dernière petite chose à vous communiquer, parce que les implants zygomatiques, c'est un acte particulier. Bon, pour les plus aguerris, et notamment le docteur Verdino, le docteur Danglo, de plus en plus, ils arrivent à le faire sous local. Donc ça, il faut pour le coup une très grande expérience pour faire ce type d'intervention sous local. Et que nous allons développer en collaboration avec la société Kuhn Implant des guides pour les implants zygomatiques et pour les implants ptérygoïdiens qui vont permettre aux plus aguerris d'entre vous aussi d'optimiser encore davantage le positionnement et voilà, sécuriser, peut-être amener un petit peu plus de rapidité dans les interventions. Voilà, donc ça, on vous le présentera aussi plus en détail peut-être sur des prochains webinars, mais vous allez retrouver toutes les informations sur notre site internet concernant le protocole où vous allez envoyer votre CBCT. Ensuite, on va vous faire une planification. Vous allez bien sûr partager sur le positionnement des implants et à validation de la proposition, un guide vous sera envoyé où vous allez donc faire exactement le même protocole, utiliser un seul forêt et donc mettre en place vos implants zygomatiques. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre disponibilité. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser votre question dans l'onglet que vous retrouvez en bas, Q et R, donc qui est questions-réponses. Et donc, tour à tour, soit le conférencier ou le modérateur pourra prendre en charge voilà, les questions et pouvoir interagir avec notre conférencier. Ludovic, c'est à toi. Merci. Ah oui, il faut que je te laisse partager, c'est ça? Je partage. Alors, je partage. Je pense que tu peux partager. À désactivité, désactiver. C'est bizarre. Alors tiens, tu deviens hôte de la soirée. Ah, oui. Alors, attends. Oui, mais ça, c'est tes Non, trucs à toi, vas-y, ça. partage d'écran. Partager. Ah, Et voilà. d'accord. Alors, attends. Attends, c'est là. Oui, ça ne va pas. Ah, je l'avais pas vu. Salut Charles, je l'avais pas vu. Parce que j'étais parti dans la présentation. Je crois que ça y est. Vous voyez mon écran? Oui, Tout le monde parfait. m'entend? Vous voyez mon écran? Bien. Donc, le programme de la soirée, c'est optimiser l'esthétique et la gestion des atrophies complexes grâce aux implants zygomatiques. Alors, quand Manu m'a demandé de parler d'esthétique en implantologie zygomatique, je me suis demandé un petit peu ce que j'allais montrer. J'ai donc trié toutes mes photos et je me suis dit, bon,
C'est vrai que avant avec les techniques anciennes d'implants zygomatiques, on avait des choses qui étaient pas trop esthétiques, et puis avec l'amélioration de la technique chirurgicale et puis l'amélioration des designs implantaires aussi, et surtout merci à Southern Implant de nous avoir donc développé ces systèmes, on arrive néanmoins à trouver à faire des choses très intéressantes. Première chose, si vous regardez ce visage, alors excusez-moi, il y a quelque chose qui me gêne, ça, je l'enlève, voilà. Si vous regardez, attendez, je vais enlever ça, voilà, mais ça veut pas, c'est pas grave, ça va rester. Si vous regardez ce visage, on a une esthétique de l'étage inférieur de la face qui est respectée. On peut dire que cette personne paraît quasiment normale. On ne saurait dire ce que nous lui avons fait en bouche précédemment, quel type de chirurgie elle a bénéficié. Quand on regarde son sourire, on a des dents qui sont bien réparties, un bon placement des lèvres. Qu'est-ce qui a été fait en dessous? Quand on regarde de plus près, on voit que nous avons une prothèse full arch, donc sur un plan. Combien d'implants ont été mis? Quel type d'implants ont été mis? Pour l'instant, on ne peut rien dire. Quand on regarde la vue occlusale au niveau du maxillaire, on voit que la répartition et les puits de vissage sont correctement placés. On peut penser qu'on a réalisé un All-on-4 standard. Donc, nous allons démonter la prothèse et découvrir ensemble qu'est-ce qu'on a fait. Donc, un All-on-5 en haut, probablement. On regarde les compacts conicals qui ont été positionnés. On voit que les compacts conicals les implants sont positionnés sur crête, bien répartis, droite et gauche. On peut penser qu'on a réalisé donc une prothèse sur des implants standards, type All-on-4. Bien. Voici la patiente sans sa prothèse. Vous voyez l'affaissement de tous les tissus. On est donc en présence ici d'une atrophie sévère, et on peut penser qu'on a mis autre chose que des implants standards. En effet, si on regarde avant-après, on voit les progrès de la technologie, de la technique et des protocoles pour pouvoir améliorer son étage inférieur de la face. Voici en gros plan, avant-après, de profil et de face, l'amélioration qu'on a pu donner à cette patiente. On est parti de ça, voici la panneau préopératoire, et on a réalisé ceci. C'est-à-dire que si on regarde bien, à gauche, on est en implantologie classique, All-on-4 avec un plan angulé au niveau de la 25, et de l'autre côté, du côté droit, on a deux implants zygomatiques. Et si on regarde à nouveau la crête, on n'a pas l'impression d'avoir des implants zygomatiques sur le côté droit. On a l'impression d'avoir une construction avec des implants standards. Voici le positionnement des implants zygomatiques. On voit qu'ils sont positionnés sur crête. Alors qu'on avait tendance, au début de cette implantologie, à positionner nos implants plutôt palatins, de manière à pouvoir préserver les tissus mous du côté vestibulaire et surtout à pouvoir mettre les implants intrasinusiens. Maintenant, la technique a un petit peu évolué et on peut positionner les implants plutôt extrasinusiens, mais surtout, ce qui est important, c'est de conserver, comme on le voit sur l'implant antérieur, un rempart osseux de manière à éviter tout ce qui pourrait être des déhiscences par la suite. Et je vais vous en montrer quelques-unes. Tout ça dépend du placement implantaire. Voici un autre cas où on a une esthétique plutôt pas mal. Si on regarde d'un petit peu plus près, on voit là sur ce cas que nous avons une grosse perte osseuse. Et donc, nous sommes en présence probablement d'un défaut, une atrophie relativement sévère. Si on regarde la vue occlusale, on voit que nous avons des implants avec des puits de vissage qui émergent au niveau palatin. Donc, on a probablement là-dessous un montage avec un ou deux implants zygomatiques. Après avoir démonté la prothèse,
on voit très bien le déport des implants 15 et 25 au niveau du palais. Et si on regarde la vue sans la prothèse, on voit tout à fait au niveau de la 15 et de la 25 que les implants ont un axe qui partent vers le centre du palais. À la prise d'empreinte, on voit tout à fait les axes qui ne sont pas idéalement placés sur crête. Et bien sûr, à la panoramique, on voit qu'on a réalisé un bisigot avec des implants standards en relais en arrière et en avant. L'implant, dans ce cas-là, a été mis en intrasinusien parce que nous sommes en présence d'un Zaga 0. Je pense que Jean-Baptiste va revenir sur la classification peut-être. Euh, L'implant a été placé légèrement palatin. On aurait peut-être pu le placer un tout petit peu plus sur la crête, mais surtout, on voit qu'il a une angulation un petit peu particulière et c'est le, le cas de tous les cas que je vous présente maintenant, à part le premier. Un autre cas où nous avons une esthétique, non, voilà, une esthétique plus ou moins intéressante. Et on voit aussi sur cet implant 22 que nous sommes pratiquement en dehors de la crête. On est un petit peu trop vestibulé et on note sur la photo en bas à gauche qu'il y a un manque de gencives kératinisées et éventuellement, ça pourrait être le départ d'une déhiscence euh, qu'il va falloir gérer par la suite. On regarde au niveau de la panoramique, on est en présence d'un quadrigo. Un autre cas où le sourire nous convient plutôt, par contre, ici, on voit qu'en vestibulaire de la 12, on a une émergence qui ne va pas du tout. On a un implant qui a été positionné probablement trop au niveau antérieur, avec, comme on pourra le voir ensuite, une angulation qui n'est pas suffisante. Il s'agit donc d'un quadrigo, mais si on regarde bien tous les cas que je vous ai montrés, on voit que ce sont des implants d'une ancienne génération avec une angulation à 45 degrés. Si on veut avoir un bon placement sur la crête, l'intérêt, c'est de pouvoir positionner les implants que nous ont designés Sauser d'implants, qui sont des implants angulés à 55 degrés. Manu en a parlé tout à l'heure. Les implants angulés à 55 degrés nous permettent d'avoir une émergence sur la crête et des puits de vissage qui tombent sur les tables occlusales des dents. Manu en a parlé tout à l'heure. Nous avons plusieurs types d'implants zygomatiques chez Sauser en implant. Les Zigan, qui sont plutôt intéressants pour traiter les Zaga 0, les Zaga 1, les Zaga 2 et éventuellement Zaga 3, à condition de pouvoir faire un tunnel au niveau de l'émergence des implants. J'utilise moi aussi personnellement le Zigex, qui est un implant extrêmement intéressant pour les 4 Zaga 4 et les 4 Zaga 3. L'intérêt, c'est qu'il y a une absence de filetage au niveau du col et que ça permet d'avoir un implant un tout petit peu plus fin au niveau de l'émergence afin de pouvoir prévenir les déhiscences, les éventuelles déhiscences de la muqueuse. Alors, le problème de ces implants Zigan et Zigex, c'est le porte-implant. Le porte-implant est très large, puisque ces implants ont une grande tête, une grosse tête, et donc pour pouvoir visser cet implant, on est obligé d'avoir un porte-implant qui englobe la tête. Et donc, depuis quelques années, on en parlait un petit peu aux ingénieurs de chez Sauser d'implants et ils ont résolu le problème en nous fabriquant le nouvel implant, le Zygin. Vous voyez que le Zygin a un porte-implant qui est dans le prolongement de l'implant et qui va permettre de pouvoir positionner l'implant parfaitement à l'endroit où on veut, de positionner, de choisir notre enfoncement comme on le veut et le positionnement de la tête de l'implant exactement au centre de la crête, ou pour les implants antérieurs, un tout petit peu plus palatin. Alors ça, c'est le design implantaire, c'est l'outil, mais il va falloir aussi, pour pouvoir
gérer les atrophies osseuses extrêmes, avoir des protocoles adaptés. Alors, je vais vous présenter un cas d'atrophie extrême des maxillaires. Ici, on voit sur ce cone beam que nous avons au niveau de la 25 une épaisseur de plancher sous-sinusien vraiment très fine. On n'a guère plus qu'un millimètre, 1 millimètre de hauteur. Et donc, si on veut mettre un implant zygomatique à cet endroit-là, on a plusieurs possibilités. Soit on va le déporter légèrement au niveau du palais de manière à pouvoir être intrasinusien, soit on va aller le mettre sur crête comme nous le préconisons. Le problème, c'est que on a une épaisseur osseuse tellement fine que nous allons avoir un risque de communication bucco-sinusienne. Dans les deux cas, le risque est présent. Si nous positionnons notre implant plutôt palatin, la gestion par le patient avec les brossettes du nettoyage de l'intrado de la prothèse va être un petit peu plus compliquée et la communication bucco-sinusienne pourra apparaître un tout petit peu plus rapidement. Donc, nous préconisons de poser les implants plus sur la crête. Alors, comment peut-on faire pour, dans ces deux cas-là, éviter et prévenir les communications bucco-sinusiennes? Il suffit de regarder un petit peu ce que font nos amis Pietro Ferraris et Giovanni Nicoli au niveau des implants Nasalus. Donc, Pietro Ferraris et Giovanni ont développé le concept des implants Nasalus, que moi j'appelle un peu les zygos inversés, c'est-à-dire que ces implants sont positionnés au même niveau sur les prémolaires, 15 et 25. Par contre, au lieu d'aller chercher l'os zygomatique vers l'extérieur et l'arrière, ces implants viennent chercher la cloison intersinusonasale et viennent donc se visser dans cette cloison. Alors, qu'est-ce que nous disent Pietro et Giovanni? À partir du moment où on a un os résiduel supérieur à 3 mm, il est inutile de faire une greffe de sinus, je veux dire. À partir du moment où nous avons un os résiduel inférieur à 3 mm, 1 à 3 mm, pour prévenir la communication bucco-sinusienne, Pietro et Giovanni nous disent qu'il faut faire un sinus lift. Donc, sinus lift de la partie antérieure du sinus. Entre l'implant zygomatique et l'implant nasalus, malgré tout, il n'y a pas grande différence. L'émergence est la même, au même niveau. C'est juste la direction qui change. Du coup, nous pouvons nous inspirer de Pietro et Giovanni pour pouvoir faire la même chose lors de la pose de nos implants zygomatiques. Je m'explique. La solution, si on veut justement éviter ce sinus et éviter d'avoir à faire ce comblement de sinus, ce serait de pouvoir poser les implants plus en extra-sinusien. Si je pose mon implant plus en extra-sinusien, comme sur la diapositive de gauche, je vais éviter mon sinus. Par contre, je vais déporter l'implant vers la partie vestibulaire et là, je vais avoir de la tension avec mes tissus mous et risquer la déhiscence au niveau des tissus. Voici un cas. L'implant a été positionné trop en vestibulaire. La gencive attachée a disparu et le patient a du mal à brosser sa prothèse, à brosser l'intrado de sa prothèse. Donc, dans ces cas-là, on est un petit peu embêté et on risque d'avoir une perte importante de tissu si on ne fait rien. La solution éventuelle, c'est ce que j'ai fait, c'est de faire des greffes de tissu conjonctif associées à des lambeaux de rotation, de manière à obtenir un environnement de gencive attachée correct. Le résultat est intéressant, mais il n'est pas très stable à long terme. Dans ce cas-là, à 2 mois, on a eu un résultat assez intéressant. Par contre, on a aussi des cas où c'est un petit peu plus embêtant et où là, l'intervention de chirurgie muco-gingivale sera un petit peu plus importante. Et surtout,
Le problème de ce genre de choses, c'est qu'on a souvent des récidives. Donc, il est important de prévenir, de par le bon positionnement des implants zygomatiques, l'apparition éventuelle de ces problèmes de déhiscence. Comment on peut prévenir ça? Ben, il faut le faire lors de la chirurgie. Lors de la chirurgie. Alors ça, c'est l'intervention qui a permis de pouvoir résoudre ce cas. Je suis désolé, je n'ai pas retrouvé les photos de cette dame qui va venir me voir bientôt de la cicatrisation. Mais on a une légère récidive. Alors la solution, c'est de reconstruire l'os. C'est-à-dire qu'après la pose des implants, on va aller reconstruire l'os. On ne va pas avoir de reconstruction d'os au-dessus des implants. L'os ne va pas repousser sur le titane. Par contre, on va avoir une reconstruction entre les implants. Ça va permettre de pouvoir maintenir les tissus mous à distance. Et on peut aussi utiliser en complément de cette reconstruction la boule de Bichat qui est intéressante et qui permet d'augmenter l'épaisseur des tissus. Alors, je reviens à mon cas dont que vous avez vu tout à l'heure. Voici la panneau préopératoire. Voici la tomographie que vous connaissez déjà. On va donc positionner l'implant au milieu de la crête. Et pour ce faire, on va démarrer l'intervention par une incision qui sera fortement décalée en palatin. Là, il n'y a rien de nouveau dans la technique. C'est ce que m'a appris Jean-Baptiste dès le début, inciser au niveau palatin. Je pense que toi, tu n'as pas changé tes protocoles, c'est toujours pareil, de manière à pouvoir la déporter au niveau vestibulaire et pouvoir avoir cette masse de gencive qui va protéger le col implantaire. Ensuite, on va faire une tranchée verticale de manière à accéder au sinus et de manière à pouvoir insérer une curette de sinus pour pouvoir décoller cette membrane de Schneider. Décollement de la membrane de Schneider sur la partie postérieure du sinus, contrairement à la technique de Pietro et Giovanni qui le font sur la partie antérieure, de manière à pouvoir le combler. Alors, il est important de ne pas déchirer cette membrane. C'est un travail qui est assez long et fastidieux. Ensuite, nous allons pouvoir faire l'impact de l'émergence de l'implant au forêt pilote. Ensuite, nous allons continuer à décoller cette membrane de Schneider afin d'atteindre ensuite notre zygoma et de forêt en transzygomatique. Les implants vont être positionnés en place et ensuite nous allons pouvoir combler le bas-fond sinusien de manière à augmenter ce plancher pour prévenir l'apparition d'éventuelles communications bucco-sinusiennes. Les implants sont orientés correctement avec notre guide, qui est la réplique de la prothèse future. Vous voyez que sur l'implant antérieur, nous avons un espace entre le mur osseux vestibulaire et l'implant. Cet espace va être comblé avec un sticky bone, tel qu'on va le voir par la suite. Voici le comblement avec le sticky bone. Donc, c'est une reconstruction supra-implantaire qui va être ensuite recouverte par des membranes de PRF. Alors, la patiente étant un petit peu fatiguée, puisque c'est une intervention qui a été réalisée en local, nous n'avons pas pu faire les photos de cette reconstruction. Donc là, je vous ai mis la reconstruction d'un autre patient, mais c'est exactement ce qu'on a fait pour cette patiente. Le lendemain, nous revoyons la patiente pour faire les empreintes. Alors, c'est pareil, cette patiente-là, forcément, le lendemain, tout était un peu tuméfié et donc je n'ai pas pu tirer énormément sur ses lèvres pour vous montrer le surplus de muqueuses et de gencives attachées qu'on obtient avec cette technique. Mais je peux vous assurer que on va pouvoir prévenir toutes les déhiscences muqueuses grâce à cet apport et à cette reconstruction et à ce placement implantaire. Voici la prothèse en place, qui a été donc mise en place le lendemain de l'intervention. Voici la panneau post-opératoire. Et si on regarde le scanner post-opératoire, on va faire un agrandissement sur la coupe en bas à gauche. On voit très bien le comblement de sinus au niveau de la tête de l'implant.
l'augmentation verticale dans le sinus liée à ce sinus lift postérieur et l'augmentation, la reconstruction osseuse externe au niveau du mur alvéolaire, du mur vestibulaire du sinus. On voit que notre implant zygomatique va être entièrement recouvert d'os, sauf dans la partie supérieure, la partie qui se trouve à l'entrée du zygoma. Là, il est inutile d'aller mettre de l'os à cet endroit-là, et je dirais même que c'est peut-être même un petit peu dangereux d'aller en mettre à cet endroit-là. Voici le résultat de l'intervention. Alors, ça apparaît en vert, je ne sais pas pourquoi, c'est un montage informatique qui a dégénéré. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. En conclusion, gérer l'esthétique et gérer les atrophies extrêmes, ça repose sur deux solutions. Le matériel. Le matériel, avec Southern Implant, on sait qu'on a un matériel qui va pouvoir nous permettre de gérer toutes les situations, tous les types de zagas, et la technique qui est en constante évolution. La technique que je propose est peut-être discutable. Jean-Baptiste nous dira un petit peu ce qu'il en pense, peut-être. Elle est longue et fastidieuse. Par contre, elle a l'intérêt de prévenir tous les problèmes et toutes les complications qu'on peut avoir avec nos implants zygomatiques, comme les déhiscences muqueuses et les risques de communication bucco-sinusienne. Voilà, j'en ai fini et je donne la parole à Jean-Baptiste. Merci Ludovic, merci pour ton travail, merci pour toutes ces informations. Là, pour enchaîner, il faut que tu puisses aller sur l'image de Jean-Baptiste et déjà arrêter le partage d'écran. Voilà qui est fait. Voilà. Il faut que tu nommes. Alors, attends, je vais voir si je peux le faire moi. Non, je peux plus. Il faut que tu ailles sur l'image de Jean-Baptiste où il y a les trois petits points. Oui, Voilà, et que tu le nommes animateur. c'est fait. OK? Changer Donc, moi, de. j'ouvre ma presse. Voilà, maintenant, exactement, tu peux ouvrir la présentation et faire le partage d'écran. Eh bien, voilà. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Voilà. Est-ce Très qu'on est bien. bon? Impeccable. Ben voilà. Ben voilà. Ben écoutez, chers amis, très content de vous retrouver. Très content de me retrouver là avec des amis de toujours, avec Ludovic surtout, avec qui on a partagé des bons moments, et avec Emmanuel, qui m'a fait confiance à plusieurs reprises et je l'en remercie. Moi, j'ai commencé les implants zygomatiques il y a longtemps, enfin, il y a plus de 15 ans, il y a 16 ou 17 ans maintenant. Et donc, comme vous imaginez bien, j'ai posé plusieurs types d'implants zygomatiques, notamment Nobel Biocare au départ, puis Southern Implant, puis un petit détour par le côté de Straumann, et puis aujourd'hui, un retour vers Southern Implant avec beaucoup de plaisir. De travailler avec cette équipe et avec des amis. Euh, je vais commencer par une phrase que je dis toujours quand je parle d'implants zygomatiques. Les implants zygomatiques, le succès de ces implants, c'est la chirurgie. C'est-à-dire que si vous avez un bon chirurgien qui sait placer correctement, qui sait obtenir une stabilité primaire, qui sait avoir le profil d'émergence à l'endroit où il faut, qui sait aménager de la gencive attachée, etc., vous allez avoir un succès chirurgical. Par contre, l'échec, dans 100% des cas, c'est la prothèse. C'est-à-dire que si une prothèse surzygomatique est mal conçue, qu'elle est mal conçue parce qu'elle n'est pas, par exemple, accessible au brossage, parce qu'il y a des short-charges occlusales ou autres, on aura dans les années qui viennent des échecs. Que l'on mette des comblements, que l'on ne mette pas de comblements, qu'on ait des déhiscences, qu'on n'ait pas de déhiscence. Il faut avoir des prothèses qui soient parfaitement passives. Il faut avoir des prothèses qui soient parfaitement convexes en tout point. Il faut limiter les cantilevers, notamment postérieurs et externes au niveau des zygomatiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant de les placer sur la crête. Et pour toutes ces raisons, eh bien, il faut être très vigilant sur la prothèse. Alors moi, mon sujet ce soir, tout en prenant compte
de ce que nous demandait Emmanuel et de ces angulations à 55 degrés, il est plus basé sur quelles sont les indications des implants zygomatiques. Je voulais vous faire un petit peu un panel de ce qu'on peut faire avec ces implants zygomatiques et de voir bien, quelles solutions on va pouvoir proposer à nos patients à qui il manque de l'os. Donc, si on est là et si on est là pour parler parce qu'on a de la résorption. Cette résorption, elle est verticale et elle est horizontale. Pourquoi on arrête de la résorption? On a de la résorption parce qu'il y a eu des extractions, parce qu'il y a eu des maladies parodontales, parce qu'il y a eu des prothèses mal adaptées, pour des tas de raisons. On a de la résorption et donc il va falloir remplacer et de la gencive et des dents. Donc, ce qui veut dire que les restaurations prothétiques, monoblocs, en full zircone, sans fausse gencive, sur des zygomatiques, ça me semble être un leurre et qu'on ne peut pas s'affranchir de mettre de la fausse gencive sur des restaurations avec des implants zygomatiques ou alors c'est qu'il n'y a pas de résorption. Voilà. Donc cette résorption, elle est à la fois verticale, elle est à la fois aussi, et là c'est très traître, elle est à la fois horizontale parce que là, à la radio panoramique, on a l'impression qu'il y a de l'os et malheureusement, quand on ouvre, qu'on regarde le CBCT, il n'y en a plus. Et donc les implants zygomatiques sont très utiles. La deuxième chose dont il faut se rappeler, c'est que l'implant zygomatique, il ne peut pas être utilisé tout seul, ni même à deux. C'est-à-dire que biomécaniquement parlant, comme c'est un implant qui travaille à 45 degrés, il est indispensable qu'il soit relié à au minimum deux autres implants. Si vous le mettez tout seul, ben, vous aurez un échec. Je dis ça parce que quand vous commencez les implants zygomatiques et que vous avez un réseau de correspondants, ils vont venir vous voir, vos correspondants, et vous dire: «Oh là là, mon patient, il a perdu la 6, il a plus d'os, tu peux pas me mettre un zygo?» La réponse est non. Je ne peux pas te mettre un zygo pour remplacer une 6. Je peux te mettre un zygo en complément d'autres implants pour un hémimaxillaire ou un maxillaire atrophié. Donc, il faut bien se rappeler de ça. Le zygo, ce n'est pas un implant solitaire. Voilà. Le terrain de jeu que nous avons, c'est l'os maxillaire dans sa partie basse et l'os zygomatique dans sa partie haute, avec au milieu ce fameux sinus qui, qui, qui peut parfois nous gêner. Attendez, j'essaie de bouger ce truc qui est au milieu de mon écran. Je ne sais pas comment je peux faire pour enlever ça. C'est un peu important. Donc, quelles sont les indications? Pourquoi on fait des zygomatiques? Et on fait des zygomatiques parce que ça permet d'obtenir un ancrage à distance. On peut utiliser cet ancrage parce que les zygomatiques vont dans l'os zygomatique, qui est un os extrêmement dense, c'est un des pare-chocs de la face. Et quand vous retrouvez le crâne d'un homme préhistorique, il a toujours son os frontal, son os zygomatique. Et quand on le retrouve une mandibule, il a toujours sa symphyse. Et donc, l'os zygomatique permet, dans certains cas, on le verra, de créer une alternative à une technique d'augmentation comme le sinus lift. Donc, dans ma pratique quotidienne, il m'arrive de faire des sinus lifts, mais il m'arrive, et vous verrez quelques cas, de faire des implants zygomatiques à la place de sinus lift pour des restaurations unilatérales. Voilà. Donc, bien évidemment, l'examen du CBCT est hyper important et on va avoir un arbre décisionnel qui va nous dire est-ce que je vais faire un sinus lift ou est-ce que je vais faire un implant zygomatique. En sachant que, comme dit mon ami Edmond Bédrossian, la préservation est beaucoup plus prévisible que la reconstruction. Parce que le bioos, c'est un matériau, et on le sait tous, qui se résorbe peu. Et donc, plus il en reste, moins il y a d'os. Et donc, la biologie est contre ces trop grosses greffes. Et en fait, à la radio, c'est magnifique. Biomécaniquement, ça peut être magnifique. Mais au niveau biologique, en termes de défense biologique et immunitaire, c'est moins magnifique. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. Voilà. Donc, cet implant zygomatique, il a normalement un double appui, un appui au niveau de cet os zygomatique, avec une longueur intra-osseuse qui peut parfois aller jusqu'à 12, même 15 mm dans certains cas, dans des très gros zygomates. Et quand on peut, je dis bien quand on peut, un appui palatin. Alors, la technique d'Aparicio qui consiste à s'affranchir parfois systématiquement de l'appui palatin, c'est pas forcément ma tasse de thé, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est certainement très bien dans ses mains et dans les mains de plein de gens, de Ludovic et d'autres. Quand j'ai la possibilité d'utiliser l'os crestal, si petit soit-il, eh bien, je vais utiliser l'os crestal. Et il y a une étude de Friedman qui a été faite il y a quelques années, qui est un praticien irlandais,
et qui a montré que le fait de garder un appui au niveau de l'os alvéolaire, ça réduit considérablement les efforts au niveau de cet implant zygomatique. Donc, l'implant zygomatique, c'est bien aussi parce que qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ben, ça nous permet de faire des mises en charge immédiates. Parce que quand on avait ces patients fortement résorbés qui venaient nous voir et qui n'avaient pas d'os, notamment dans les secteurs postérieurs, on leur disait, ben, écoutez, on pourra peut-être, certains leur proposer 1 ou 2 implants pour stabiliser une prothèse, mais on ne pouvait pas mettre d'implant postérieur et donc ils ne pouvaient pas avoir de mise en charge immédiate. Et bien, grâce aux implants zygomatiques, maintenant, on peut leur faire des all-on-4 sur 4 implants. L'implant zygomatique, c'est un implant. C'est pas un autre, c'est peut-être un autre type d'implant, mais philosophiquement parlant, c'est un implant. Donc, on va voir quels sont les cas. Avec moi, vous allez les suivre de ces cas cliniques qu'on a réhabilités avec des zygos. Vous allez voir un petit peu le champ d'action de ces zygomatiques, avec donc des réhabilitations complètes avec l'utilisation de zygomatiques en unilatéral ou en bilatéral, ou un quad-zygo comme Ludo vous a montré tout à l'heure. Ce qui est un petit peu ma marotte, c'est les dentations terminales unilatérales ou alors intercalaires sous-sinusiennes. C'est le rescue implant, vous verrez un cas, et c'est la maxillo. Vous verrez 2 cas un petit peu particuliers, et elle a fait un clin d'œil à l'esthétique pour faire plaisir à notre ami Emmanuel. À la base de tout, quand vous commencez les zygomatiques, vous allez en informer vos correspondants, vous leur dites, regardez votre panoramique. Bedrosian a fait une classification, il a dit il y a 3 zones. La zone 1 qui est la zone sous-nasale, la zone 2 qui est la zone prémolaire et la zone 3 qui est la zone molaire. Si j'ai de l'os partout, je peux faire un all-on 6, 8, je peux faire ce que j'ai envie. On n'aime pas les cantilevers. Si j'ai plus d'os en zone 3, je vais pouvoir envisager un all-on 4, voire 6 parfois, avec des implants angulés le long des murs antérieurs du sinus. Et quand je n'ai plus d'os en zone 2 et 3, eh bien, je vais pouvoir peut-être mettre 2 implants dans la zone antérieure, mais je vais avoir besoin d'avoir recours à des zygomatiques dans la zone postérieure. La zone antérieure, on verra, parfois, dans certains cas, il faut rajouter 2 zygots et là, ça devient un quad ou des implants conventionnels. Alors, le premier cas qu'on va rencontrer, c'est ce sympathique patient. Vous allez voir qu'il y a, en plus de ça, un schéma occlusal pas très favorable. Il a donc des dents qu'on va considérer comme condamnées, une masse osseuse au niveau de la zone 2 du côté du secteur 1 qui est toujours présente. En revanche, au niveau du secteur 2, il n'y a plus d'os. Donc, on va lui proposer, vous voyez l'état bucco-dentaire dans lequel il se présentait, et vous voyez comment ça s'appelle, la disharmonie entre le maxillaire supérieur et la mandibule. Et bien donc, on va traiter le côté droit conventionnellement avec 2 implants classiques, un angulé et un droit, et le côté gauche avec un implant conventionnel et un implant transzygomatique. Voilà, et donc cet implant transzygomatique, vous pouvez voir dans ce cas-là qu'on fait des fenêtres, des slots, et cette slot technique, alors ça va être long à vous l'exposer, à vous l'expliquer dans les détails, mais Ludo vous en a montré aussi, sert d'une part à guider l'implant à l'intérieur et du sinus, mais sert aussi à se rapprocher de la crête osseuse, et donc à ne pas avoir une émergence palatine. Si on n'a pas de slot, on a forcément une émergence plus palatine. Et ça ne pose pas de problème majeur de faire ces fenêtres au niveau de la partie antérieure du sinus. Ensuite, on va connecter un pilier, comme on fait sur un implant conventionnel, et on va ensuite, alors moi dans mon cas, quelquefois, comme a montré Ludo, il fait des incisions déportées côté palatin, très longues. J'en faisais beaucoup au départ, j'en fais un petit peu moins parce que si par malheur l'intervention se prolonge, eh bien, il y a un petit risque de nécrose de la partie pariétale du lambeau et apicale du lambeau. Et donc, parfois, je fais une incision crestale déportée en vestibulaire. C'est un peu plus embêtant pour insérer l'implant, mais après, ça permet eh bien, d'aménager la gencive palatine autour de l'implant et de ne pas avoir de point de suture autour de l'implant en utilisant par exemple un tissu punch. C'est une technique que j'ai un peu développée, que j'ai appelée la turtleneck technique. Turtleneck, c'est le col roulé en anglais. Et bien sûr, je n'oublie pas l'arcade antagoniste. Et à ce patient à qui il manquait de dents dans le secteur 4, bien sûr, on lui a rapidement mis 2 implants pour pouvoir l'équiper le plus vite possible et stabiliser l'occlusion. Deuxième cas de figure, ça va être un bizygo avec des implants dans la zone antérieure. Il nous reste de l'os en sous-nasal. Et là, on va mettre 2 implants droits en sous-nasal et 2 implants transzygomatiques dans la zone postérieure. Et vous voyez que dans tous les cas, on cherche à avoir toujours notre bandeau de gencives attaché autour de nos implants. Et ensuite, on va réaliser notre prothèse conventionnelle, transvissée avec une armature titane et des dents du commerce, j'insiste,
j'essaye d'éviter dans la majorité des cas, et vous verrez après pourquoi, j'essaye d'éviter l'utilisation du zircone dans ces cas-là, bien que certains le fassent, mais de manière exceptionnelle. Donc, l'utilisation d'empreintes au plâtre et de tests au plâtre, peut-être que dans le futur, le numérique nous donnera de bons résultats. Pour l'instant, c'est encore aléatoire et reste la règle et reste comment dirait, le gold standard de ce type de restauration. Et ensuite, en bas, vous voyez, même si les dents sont pas très convenables, c'est d'ailleurs un patient que je revois en ce moment parce que le bas a fini par lâcher et on lui a mis un Holland fort du bas. Eh bien, pour temporiser, pour des raisons évidentes financières, on lui avait fabriqué un bridge temporaire en résine armée. Il a gardé pendant 3-4 ans. Autre cas de figure, le quadrigo, donc cette patiente qui vient nous voir, donc, en bas, elle a eu une restauration multi-implantoportée. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'en avoir autant, mais peu importe. Et en haut, il lui reste 2 implants dans des reliquats de greffe. Elle avait une sinusite d'un côté, donc on lui a fait un drainage sinusien, un nettoyage sinusien du côté gauche. On a retiré les restes de greffe qu'il y avait, enfin les restes de biomatériaux. On a refermé, on a attendu 3 mois avant de lui faire la chirurgie et de s'assurer d'abord que les sinus étaient clairs. Et on lui a fait un quad zygomatique classique et avec donc 2 implants zygomatiques de chaque côté. Et vous voyez que la fenêtre, dans ces cas-là, ben, il y a notre partie slot verticale et il n'est pas nécessaire de slotter forcément autant sur la partie antérieure en raison de la concavité du maxillaire. Et à ce moment-là, une fenêtre en L inversée est très largement suffisante. Et vous voyez que dans ce cas-là, on prend cette gencive palatine et on vient lui faire entourer la tête du pilier et on va mettre des fils de suture à distance de la tête du pilier. Et voilà la prothèse provisoire et je tiens à saluer parce que si j'ai réussi à faire tout ce travail, c'est grâce aussi à mon prothésiste et ami Jean-Michel Moelle, qui est, euh, qui est là présent à mes côtés depuis longtemps et qui exerce son talent. Et je le remercie parce que c'est lui qui fait ces prothèses, qui en plus de ça sont passives, tout en résine. Voilà, maintenant on va passer à ce que j'appelle un peu ma marotte, c'est-à-dire les cas unilatéraux. Donc vous avez ce patient qui a perdu les dents dans le secteur 2, il reste une prémolaire fortement atteinte au niveau parodontal avec une perte osseuse. Et donc chez ce patient, on va lui proposer une réhabilitation sur 3 implants avec un implant zygomatique. Vous voyez le CBCT, vous voyez la perte osseuse au niveau de la 24. Vous voyez que bien sûr, il n'y a pas d'os au niveau intermédiaire. On va donc réaliser le lambeau, on va mettre l'implant transzygomatique en premier. On a essayé de limiter la slot dans un premier temps, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible, ça nous interdisait de positionner l'implant correctement au niveau de la crête, donc on a flotté totalement. On a placé cet implant zygomatique et on l'a complété avec 2 autres implants conventionnels, un dans la tubérosité, et un angulé et incliné au niveau de ce qui restait dans l'os autour de la prémolaire, dans le pilier canin, en passant à l'intérieur avec un implant très angulé. Voilà la cicatrisation à 4 mois. Vous voyez que la gencive attachée se comporte correctement. On va pouvoir là-dessus réaliser un bridge conventionnel. Donc, à cette époque-là, je ne prenais pas d'empreinte numérique. Donc, sur ces 3 implants, le bridge a été usiné dans ce cas-là en full zircone, puisqu'il reste une proprioception par ailleurs. Donc, on peut se permettre de faire de la full zircone. Et donc, vous voyez que ce bridge va être vissé en place. Et le patient a donc la délivrance d'un bridge d'usage au bout de 4 mois et demi, 5 mois, ce qui est un gain de temps considérable par rapport à un sinus lift. Je ne critique pas les sinus lifts, ça reste une technique excellente et extraordinaire. Simplement, je donne le choix au patient en lui disant, vous pouvez faire soit un sinus lift, voilà les avantages et inconvénients, soit un implant transzygomatique. Parfois, ça peut être aussi dans le cas d'indentation intercalaire. Là, dans ce cas-là, le patient avait reçu un implant au niveau de la 16 qui a échoué, on lui a remis, il a rééchoué. Donc, on me l'a adressé pour lui faire un sinus lift. J'ai dit, écoutez, 2 échecs, il vaudrait mieux avoir un zygomatique. Et donc, dans ce cas-là, on a mis un implant transzygomatique. Et on a été obligé d'habitude, on les met à la main avec une poignée, mais là, l'ouverture buccale ne le permettait pas. Et il a fallu aller le mettre au moteur, ce qui est assez rare. Voilà. Là, j'ai du mal à commenter toutes mes vidéos parce que j'ai la tête de nos amis au milieu de mon écran, mais je suis persuadé que vous voyez bien tout le reste. Donc voilà, et on va ensuite réaliser, eh bien, comme tout à l'heure, ce bridge 3 éléments
sur l'implant zygomatique et 2 implants conventionnels en full zircone. Voilà. Autre cas de figure, donc cette patiente qui nous a été adressée avec une réhabilitation implantaire côté gauche. Et du côté droit, ben, tout ça, ça bougeait beaucoup. C'était très atteint au niveau parodontal. Et donc, on lui a placé là aussi 2 implants conventionnels et un implant zygomatique. Et on a pu lui faire une restauration comparable à ce qu'elle avait de l'autre côté. Voilà. Alors, en bas, pour l'instant, à l'époque, elle avait un châssis métallique qui, depuis, s'est transformé en Holland Form. Voilà. Là, c'est un petit cas que je voulais vous montrer parce que c'est quelque chose, une technique que j'aime bien et c'est aussi pour ça que je vous conseille, dans les grosses restaurations, de rester avec de la titane et du composite. Là aussi, grâce à Jean-Michel Moelle au départ, puis à son successeur Gilles Jordanengo, eh bien, vous avez ce cas, ce Holland Form qui avait une quinzaine d'années sur un plan MK3 ou MK, c'est des MK3, je crois, de Nobel et au maxillaire supérieur. Et donc, la patiente a perdu les implants 11 et 14. Et donc, on a déposé le bridge, déposé ces 2 implants, un peu dans l'urgence à ce moment-là, malheureusement. Et donc, on a dû attendre une semaine avant de lui proposer de lui poser 2 implants zygomatiques, ce qu'on a fait du côté droit. Voilà. On a ensuite repris une empreinte. Donc, vous voyez la différence entre les zygomatiques qui sont bien sûr suite à l'atrophie et à la perte osseuse plus linguaux, plus palatin. Voilà. Et ensuite, eh bien, grâce au cylindre titane, on va pouvoir souder sur l'armature titane de ce patient en utilisant son même bridge d'usage, c'est-à-dire sans lui refaire un nouveau bridge, grâce à des composants de titane. Et ensuite, on va englober tout ça dans de la résine. Donc, ça veut dire que le patient est arrivé le matin, là, dans ce cas-là, ça a pris 48 heures, mais est arrivé le matin avec eh bien, un bridge qui bougeait, le petit puits d'accès au niveau de la 15, c'est un puits d'accès qui ne sert plus à rien, c'était l'ancien implant, et repart le soir avec son bridge réparé, le même bridge, et sur 2 implants transzygomatiques. On a une expérience d'une 30-40aine de cas là-dessus, dont certains ont plus de 10 ans. Voilà. Et donc, voilà la radio à la fin. On s'est permis de publier ce procédé avec Jean-Michel Moelle et Gilles Jordanengo dans Stratégie prothétique, pour ceux qui voudraient en parler éventuellement en leur laboratoire, et surtout au niveau de l'aménagement à faire au niveau de l'armature. Voilà. Après, au niveau des zygons, on peut aller encore plus loin. Ça, c'est un patient qui avait une grosse fente palatine, qui a été réparé partiellement avec un lambeau chinois. Donc possier, et qui a subi du côté gauche et du côté au niveau antérieur un certain nombre de greffes et un certain nombre de ROG qui ont tout échoué. Et il a fait un espèce de tour de France, comme un compagnonnage, en cherchant comment on allait pouvoir lui solutionner. Puis il a rencontré un de mes confrères parisiens qui me l'a adressé. Et donc, vous voyez, il lui reste des morceaux d'ostéosynthèse qu'on a essayé aussi de lui faire un Lefort, je crois, qui n'avait pas marché. Et donc, et des restes de petites vis d'ostéosynthèse pour tenir des membranes. Donc, on lui a placé bien, de chaque côté un implant zygomatique et là où on a pu, des implants conventionnels. Voilà, donc droite et gauche des zygomatiques, un antérieur, et bien sûr, au niveau de la partie antérieure, c'est-à-dire au niveau du lambeau chinois, on essaye de ne pas toucher, de toucher le minimum. Là-dessus, on lui a adjoint ce système qui va vous sembler un peu bizarre, qui s'appelle QuickTemp, qui a été mis au point par le docteur Lamper-Stumpel à San Francisco. Il n'est pas encore distribué où il va l'être en Europe. Et j'ai eu la chance qu'il me confie quelques kits comme ça pour pouvoir armer. Donc, en fait, c'est une espèce de puzzle. Et ensuite, Jean-Michel Moelle va solidariser chacun des éléments avec du Panavia et créer en fait une armature extrêmement rigide. Et là, vous voyez, il y avait un déport antérieur. J'avais besoin sur les zigots qui ait une bonne rigidité. Et vous voyez la forme de la prothèse qui est un petit peu ésotérique. Et on a pu donc équiper ce patient le jour même avec un bridge fixe qu'il n'avait plus. Là, il a, je crois, 51 ans, ce qu'il n'avait plus depuis 23 ou 24 ans. Voilà, et voilà la radio. On est en train de lui réaliser en ce moment le bridge d'usage, qui est un bridge sur armature titane. Voilà, son sourire sympathique. Alors, le dernier cas que je vais vous montrer, c'est un cas que j'ai chirurgicalement partagé avec le docteur Clémentine Vincent, qui est une chirurgienne maxillofaciale, parce que ce gentil monsieur a eu donc 4 zygomatiques placés, des zygomatiques
peu importe la marque. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en avait 3 sur 4 qui étaient placés à l'envers. Oui, messieurs, dames, à l'envers. On ne peut pas croire que ce soit possible. Et du fait qu'il soit placé à l'envers, voilà la prothèse qu'on a délivrée à ce patient. Si on veut faire la somme d'erreurs qu'on peut faire dans une chirurgie zygomatique, tout y sont. Les implants alignés sur un même plan, sur une même ligne, et surtout une prothèse rendant inaccessible au brossage. Et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que le patient a eu une nécrose complète du palais. Mais vous voyez, ça, c'est un palais nécrosé, et donc il ne pouvait bien sûr pas nettoyer. Et il a échappé à des infections graves type septicémie. Regardez au niveau du secteur 2, vous avez un implant qui est carrément dans la joue et qui tutoyait même enfin, il tutoyait de pas très loin. C'est pour ça que j'ai fait appel à la maxillofaciale. Les fibres du nerf facial, j'avais un petit peu peur pour retirer tout ça. Et donc, on lui a fait une chirurgie assez lourde de retrait de ces 4 zygotes parce qu'ils étaient intégrés au niveau du zygoma. Et donc, quand on a eu fini de les retirer, eh bien, il restait pas grand-chose du zygoma. Alors, dans le zygoma, c'est pas un os comme l'autre, comme les autres. Il faut pas aller mettre du bio-os ou des trucs comme ça. Il faut le laisser cicatriser. Au pire, si on a un petit peu d'os, comment dirais-je, autogène, avec un scraper, on peut en mettre, mais dans ce cas-là, ce n'était pas possible. Voilà. Et 6 mois plus tard, eh bien, on a réussi à aller lui reposer 4 zygotes euh, Southern Implant. Alors, vous voyez, ils sont assez proches. J'aurais aimé qu'ils puissent être plus séparés les uns des autres. Il va recevoir là-dessus une barre pour qu'il puisse, bien sûr, retirer une prothèse supra-implantaire. Cette barre va lui permettre de clipser cette prothèse supra-implantaire parce qu'il est hors de question, bien entendu, de lui refaire quelque chose de fixe. Il ne pourrait jamais nettoyer. Et en plus, il faut avoir un procédé qui permette d'oblitérer ces déhiscences qu'il a au niveau du palais. Voilà. Ça, c'est le petit clin d'œil esthétique. C'est un cas que j'ai réalisé à Paris chirurgicalement avec le professeur Parent, qui est mon associé, avec qui je fais pas mal de chirurgie sur Paris. Et la partie prothétique a été réalisée par le docteur Stéphanie Caz, que certains connaissent peut-être, et qui travaille depuis très très longtemps avec Carole Lecomte. Donc cette jeune dame est venue, vous voyez elle avait un sourire un petit peu disgracieux. Et quand on a regardé sa radio, je suis désolé, c'est la seule que j'ai pour vous l'exposer. Eh bien, on s'est aperçu que de toute façon, si on voulait avoir quelque chose d'esthétique, il fallait cacher la ligne de transition du futur bridge sous sous le niveau de la lèvre. Ça voulait dire qu'il allait falloir extraire les dents et ruginer de l'os. Et ça voulait dire aussi que déjà qu'on n'avait pas d'os en dessous sinusien, si on ruginait encore trop de l'os à ce niveau-là, il aurait été impossible de poser quelque implant que ce soit. Donc, il était obligatoire de recourir à des implants zygomatiques. Et donc, il y a eu une modélisation qui a été faite par Julien Montenero, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et vous savez que la ligne du sourire, c'est quelque chose de très important et que dans ces bridges-là, il va falloir cacher la ligne de transition sur la ligne du sourire. C'est quelque chose qui peut être très traître. Donc, n'oubliez pas de faire sourire, voire rire vos patients, parce que vous voyez, cette jolie jeune fille, quand elle rit de plus en plus fort, eh bien, elle finit par découvrir ses gencives et donc elle rend les cas compliqués et après on se retrouve avec des situations comme ça. Et c'est des situations complexes à régler a posteriori. Voilà. De plus, il va falloir penser dans ces cas-là que tous ces patients qui ont porté des prothèses complètes ont eu une DVO qui s'est effondrée et que donc il ne va pas falloir hésiter à monter la DVO et que la combinaison de la section de l'os résiduel, puisqu'il y a eu aussi des extrusions des dents, et de l'augmentation de la dimension verticale, va permettre d'augmenter l'espace prothétique et de ce fait de rendre les prothèses beaucoup plus convexes et surtout beaucoup plus accessibles au brossage. Vous voyez, donc on arrive à des niveaux de ruginage de l'os qui sont assez importants. Et là-dedans, on va pouvoir placer nos implants. Et vous voyez, si on n'augmente pas la dimension verticale, voilà ce qu'on obtient. Donc quelque chose de relativement difficile à nettoyer. Merci Jean-Michel pour avoir fait ceci. Et en montant la dimension verticale, eh ben, on a quelque chose qui va être beaucoup plus convexe, donc beaucoup plus facile à nettoyer avec des profils d'émergence tels que vous les voyez là. Voilà. Et donc voilà le résultat le soir de la chirurgie avec la délivrance de la prothèse provisoire immédiate de cette patiente. Croyez-moi, ça lui a changé la vie. Voilà. Et donc, ça, c'est la prothèse d'usage. Alors là, elle a voulu absolument de la céramique. Je m'y suis un peu opposé, mais tant pis. Je lui ai expliqué les inconvénients. Elle a voulu quand même.
On verra, j'espère que l'avenir lui donnera raison. Et voilà la restauration finale. Donc l'implant zygomatique, ça permet de s'affranchir des greffes, ça permet de s'affranchir des régénérations. Ça ne peut pas être utilisé seul, ça c'est les règles de base. Ça permet recours à une MECI et le profil des restaurations prothétiques doit être compatible avec l'hygiène. Ça, c'est quelques articles que j'ai écrits dans la littérature nationale et internationale. Un petit peu de bibliographie pour vous montrer des taux de succès qui sont très importants. Je ne vais pas vous les lire parce que c'est fastidieux, mais vous voyez tous des taux de 97, 96, 98, 100%, etc., etc. Donc, des taux de survie à 100% sur une quinzaine d'études. Ça, c'est quelque chose que je me suis amusé à faire. Je vous invite à y réfléchir. J'ai référencé 898 articles avec implant zygomatique dans PubMed entre 1995 et 2023, c'est-à-dire sur pendant 28 ans. Eh bien, il y a 208 de ces articles qui sont dans la période 2021-2023, c'est-à-dire un quart de ces articles ont été écrits il y a 2 ans, ou moins de 2 ans. C'est vous dire l'essor que sont en train de prendre les implants zygomatiques aujourd'hui. D'autant plus que j'ai eu la chance de participer à une conférence de consensus qui a abouti à la réalisation d'un article publié dans le JOMI sur les bonnes pratiques du zygomatique avec, j'allais dire, tout ce qui compte au niveau mondial dans les zygomatiques, avec Carlo Aparicio, Chantal Malvé, Edmond Bedrosian, Sepp Lazarine pour la France et moi, et Lampe Stumpel et d'autres. Et donc, on a fait cette conférence pendant 2 jours et on a publié cet article dans la foulée. Ça, c'est pour vous donner une idée. C'est un TP de zygomatique il y a 3 ans aux États-Unis. Donc, vous voyez que c'est une technique là-bas aussi qui commence à prendre ses galons. On va remercier PI, comme tout à l'heure l'a fait Emmanuel, parce que sans lui, on ne serait pas là. C'est lui, et notamment par ses travaux à Bauru, au Brésil, où il a commencé les zygomatiques pour équiper des gens qui avaient des carcinomes basocellulaires avec d'énormes destructions de la face. Et donc, on lui dit merci. Et puis, je dis merci aussi, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Edmond Bedrosian qui m'a formé. Je dis merci à Jean-Michel Moelle qui m'accompagne dans toutes ces réalisations prothétiques. Et à Dominique, mon épouse, qui prend toutes les photos que vous avez vues. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Jean-Baptiste, merci pour ce panorama des possibilités qui sont offertes avec les implants zygomatiques et de nous faire aussi partager ton expérience que moi je suis depuis des années parce qu'on se connaît maintenant depuis plus de 15 ans pour pas dire 18. Oh, plus de 20 ans même, je pense. Voilà, c'était une aventure aussi de par ta spécialité de te lancer dans les zygomatiques, mais je pense que toutes les personnes qui sont amenées à faire de la réhabilitation totale et complexe sont amenées un jour ou l'autre à devoir traiter leurs patients avec les implants zygomatiques. C'est une alternative. Aujourd'hui, ben, tu nous l'as démontré sur les différentes diapositives et par aussi les études que tu nous as partagé comme quoi c'est une technique qui est friable, avec les recommandations qui sont d'avoir une bonne chirurgie, mais aussi une très bonne prothèse. Donc pour le coup, ben, ça m'amène aussi à dire à nos participants que bientôt nous aurons le plaisir de pouvoir organiser une journée de formation spécifique sur les implants zygomatiques. Donc là, c'est un peu le préambule de ce qui est possible de faire avec les implants zygomatiques et que si vous avez un intérêt à comprendre davantage ces techniques chirurgicales et prothétiques associées à un grand succès clinique, eh bien, ça sera un plaisir de vous accueillir lors des formations que nous allons organiser, que nous pourrons vous communiquer. Je pense d'ici un mois, on pourra vous dévoiler le programme. Alors, je ne vois pas de questions. Alors, si, peut-être, je vois des questions. Euh, alors déjà, ben, on vous remercie et il y a une question, pourquoi pas de restauration euh, en CCM ou en zircone sur les implants zygomatiques? Ben, si tu veux bien, je vais répondre, Ludovic. Oui, vas-y. Euh, alors, à mon sens, pour 2 raisons. D'abord parce que la transmission des forces est extrêmement forte de par la zircone. Et donc, ça va solliciter plus les zygomatiques que ne le feraient des dents prothétiques et des dents du commerce. Le zircone, ça ne s'use pas.
Moi, j'aime bien que les prothèses que je mets sur les implants zygomatiques, elles s'usent. Imaginez une voiture dont les pneus ne s'useraient pas, un jour ça finit mal. Et d'autre part, parce que comme vous l'avez vu, dans certains cas, je peux me permettre d'avoir cette technique de rescue implant, c'est-à-dire de déposer le bridge le matin, poser un implant zygomatique à la place d'un implant conventionnel, et pourquoi pas même poser un implant zygomatique à la place d'un autre implant zygomatique, et réparer le bridge dans la journée. Et ça, avec le zircon, ben, vous prenez le bridge, vous le jetez. Donc, c'est un risque qui est énorme pour un bénéfice. N'oublions pas quand même que les gens qui ont des implants zygomatiques, on peut les assimiler à des grands traumatisés comme quelqu'un qui a eu un gros accident de voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va lui permettre de marcher, peut-être de courir un peu, mais il ne va pas faire le 100 mètres olympique. Et il ne faut jamais oublier ça quand même. Les implants zygomatiques, c'est des implants qui travaillent à 45 degrés. Il faut que les gens gardent des précautions alimentaires. Ils ont, grâce à ça, ils n'ont plus d'appareil complet. S'ils se mettent à faire n'importe quoi avec leurs dents, ils vont sursolliciter les zygomatiques. Et l'os crestal, ça reste un os qui fait 1 millimètre. Alors, ça tiendra toujours au niveau du zygoma, mais vous allez sursolliciter l'os crestal avec des risques qu'à terme, il y ait des mucosites des mucosites qui vont se transformer peut-être non pas en périimplantique comme on peut l'entendre, mais en communication bucco-sinusienne autour de l'implant. Voilà pourquoi. Ok. Et est-ce que, il y a des précautions à prendre avec ces patients et ce type de prothèse à demander aux patients à porter des gouttières? Alors oui, bien sûr, surtout s'il est équipé en bimaxillaire, c'est-à-dire que si à l'arcade antagoniste, il a 4 implants par exemple, à ce moment-là, il va développer des forces colossales qu'il ne maîtrise pas forcément, notamment la nuit. Et on a tous vécu des phénomènes de fracture de prothèse ou d'arrachement de prothèse. Et le night guard est un élément évidemment très important. Il faut aussi monter toutes ces prothèses avec des cuspides assez plates et un overjet relativement important pour qu'ils puissent passer au cas où de la relation centrée à l'occlusion de convenance librement sans être verrouillés. Très bien. Très bien. Et est-ce que pour accompagner ces patients, il y aurait aussi une réadaptation de la neuromusculaire, notamment sur les patients équipés en bimaxillaire? Honnêtement, je ne suis pas capable de répondre à cette question parce que je pense que chaque patient est unique et ils vont chacun réagir de manière un peu unique. Ça, c'est sûr. Tu as des patients qui vont, tu les équipes avec des zygos et ils te disent qu'ils ont l'impression d'avoir retrouvé leurs dents. Et tu as des patients que tu équipes avec des zygos et ils mettent 6 à 8 mois à te dire qu'ils commencent à manger correctement avec. Hmm. Alors que tu as fait la même chirurgie, mis la même prothèse, ils n'ont pas le même vécu, pas le même ressenti. Ce sont de très gros handicapés de la bouche, ces Hmm. gens-là. Très, Hmm. très gros handicapés de la bouche. Et c'est malheureusement ce qu'on a un peu tendance à oublier, parce que, notamment quand on a des facilités chirurgicales comme Ludovic ou autre, qui est capable de mettre des zygomatiques sous anesthésie locale, eh bien, ça devient un implant conventionnel, le zygomatique. C'est vrai que moi, quand je mets un zygomatique pour, par exemple, sauver un bridge complet et le réparer dans la journée, le patient, je ne lui fais pas un plat sur le zygomatique, je lui dis, je vais vous mettre un implant qui va vous sauver votre bridge. Mais quand même, je le préviens en lui disant, attention, cet implant, il travaille à 45 degrés. Travailler à 45 degrés, ça veut dire qu'il tient, il est solide, mais la mécanique n'est pas avec lui, elle est contre lui. Donc, soyez prudent, ne faites pas n'importe quoi avec vos dents. Très bien. Voilà. Moi, j'ai une question à poser à Jean-Baptiste. Dis-moi. Qu'est-ce Sois que tu gentil, hein. penses? Hein? Sois gentil, hein. Ouais, non. Ah, tu vas me dire. Justement, pour moins solliciter ces implants zygomatiques qui sont angulés, hein, notamment dans les quads zygo, on en a 4 qui sont angulés, et en même temps diminuer les cantilevers, qu'est-ce que tu penses des techniques un peu qui ont été développées par Costa Nicolopoulos, je ne sais pas si tu connais, qui est de rajouter de chaque côté un implant ptérygoïdien. Qu'en penses-tu? Je suis pas certain que ce soit. D'abord, j'aime pas trop les implants ptérygoïdiens, de Hmm. par la nature de la chirurgie.
et les risques que ça comporte. Mm. Même s'il y a des gens très talentueux qui savent le faire, moi je ne sais pas le faire et je leur dis bravo de savoir le faire. Euh, c'est une zone très difficile d'accès au brossage, l'implant ptérygoïdien. Et je ne suis pas certain que si tu mets des implants ptérygoïdiens, tu vas donc équiper ton patient jusqu'au fond, donc tu vas lui donner une force molaire supplémentaire qui ne Mhm. sera pas forcément. Les implants ptérygoïdiens, c'est fin, donc forcément à la mastication, c'est légèrement déformable. Euh, donc tu vas sursolliciter la partie postérieure. Généralement, les gens qui ont des zygomas, ils mâchent de la 3 à la 5 Oui, et avec les dents un peu antérieures, mais c'est des 3 à la 5. Ça reste, et je le répète encore une fois, ça reste des gens handicapés de la bouche. Voilà, donc je suis pas très favorable à ça. Euh, de même, il y a, ça donne, tu fais des choses absolument merveilleuses en régénération grâce à la boule de Bichat. Euh, là aussi, dans tes mains, c'est formidable. Il faut être très prudent en le disant. Non, pourquoi je dis ça? Parce que la boule de Bichat, ça ne se régénère pas. Donc, ça, tu as droit qu'une fois. Et Mhm. la boule de Bichat, c'est quand même un élément extrêmement intéressant si jamais un jour ça se passe mal et qu'il faut boucher une CBS. Si tu oui, l'as, d'accord. tu l'as plus. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui. Donc, l'utiliser parce que ça couvre la surface des implants, je me dis, c'est mettre la roue de secours alors que tu as quatre pneus qui ne sont pas dégonflés, quoi. Voilà. Mon opinion, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut dire que philosophiquement, ça mérite réflexion. Bon, Oui, ben c'est d'accord. bien, c'est intéressant. Tu lances le débat pour le futur, effectivement, et les évolutions qu'on imagine pouvoir apporter sur certaines indications pour les atrophies maxillaires complexes. Et que, bon, mais je pense que dans quelques mois, peut-être on pourra en rediscuter. Notamment, je pense que là, pour le coup, pour ceux qui auront le plaisir de nous rejoindre en Afrique du Sud, ça sera un sujet qui va être abordé parce qu'on a une grande communauté aussi d'experts avec Southern sur le plan international d'utilisateurs d'implants zygomatiques et que je pense que la question va être largement abordée. Et il me semble que Southern aussi a continué à faire des analyses en éléments finis sur ce type de restauration. Donc bon, dans quelques mois, on sera peut-être un petit peu plus avancé sur cette réflexion. Exactement. Voilà, donc merci messieurs, on a respecté le timing. J'espère que ben, oui, de par les questions qui ont été posées, je pense que tout le monde a compris les propos que vous avez pu aborder sur les implants zygomatiques et notamment, bah, on espère pouvoir accompagner dans le futur des praticiens et leur proposer effectivement des formations avec le docteur Verdino et le docteur Danglo. On a toujours ce souhait de faire du compagnonnage parce que la formation autour d'un modèle de cas clinique, c'est toujours très intéressant, mais on vous engage surtout à aller au contact avec les praticiens au bloc opératoire, voilà, dans différents cas, et les accompagner en clinique pour comprendre davantage l'utilisation des implants zygomatiques et ben, justement pouvoir répondre à cette demande, comme tu le disais, Jean-Baptiste, qui est quand même assez croissante. Hein. Les derniers chiffres de l'OMS, si on veut bien croire les chiffres de l'OMS, c'est rien qu'en France, c'est quand même 5 millions d'édentés complets ou en phase de le devenir. Donc, il y a du travail, quoi. Il y a du travail. Merci à En tout cas, tous. c'est un grand plaisir à être là. Je Merci, suis très Jean-Baptiste. heureux, très fier, et je suis encore plus heureux, plus fier de partager ça avec Ludo. Euh, on ne partage pas que les gigots, on aime les mêmes voitures, même si lui, il est conduit plus vite que moi. Ça reste Mais encore du écoute, matériel technique. Ouais. Jean-Baptiste, moi, ça a été un grand honneur de partager ça avec toi, d'autant que j'ai oublié de le dire dans ma présentation, mais tu es mon mentor, puisque c'est toi qui m'as tout appris à ce niveau-là avec Jean-Michel. Et Jean-Michel, je pense à lui tous les jours, parce que tous les jours, je suis confronté à du full arch. Et je me rappelle très bien, un jour, Jean-Michel m'a dit, mais
De toute façon, tes constructions en full arch sur des All-on-4, ça dépend de la prothèse. Si la prothèse est bien faite, ça tiendra tout le temps. Et tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Baptiste, la chirurgie, c'est une chose, mais si la prothèse n'est pas faite correctement, eh bien, ça ne peut pas marcher. Voilà ce que je voulais dire pour Et je conclure. suis content qu'il y ait une aventure qui se prépare, d'après ce que je viens de comprendre. Exactement. Parce que ben, c'est la continuité de ce compagnonnage qui eh bien, donne la possibilité à des patients et de plus en plus d'être traités correctement. Et je crois que c'est notre mission à tous de le faire le plus correctement possible pour éviter les écueils et notamment voilà, respecter un peu effectivement cette mémoire. On va clôturer là-dessus qu'avait souhaité le père de l'implantologie moderne, de pouvoir traiter tous les patients et éviter qu'ils finissent leur vie avec leur dentier dans un verre d'eau. Voilà, sur ces paroles, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour notre prochain webinaire sur le secteur antérieur, qui sera animé par le docteur Charles Maltieu, voilà, qui est un expert aussi en implantologie, qui nous fera Salut Dominique! le plaisir de partager cette soirée avec nous, et le docteur Miliez aussi, donc, qui est installé à Paris et qui nous animeront le prochain webinaire qui aura lieu au mois de mars. Je vous dis à très bientôt, une bonne soirée. À Merci à tous bientôt. pour tout. Bisous, les Merci amis. beaucoup. Jean-Baptiste. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Bisous.